19,50 € le vaccin Pfizer, 4 € de plus depuis le mois de mai. Mais c'est trop cher, c'est un scandale! Et en 2020, le budget des tests, c'était 1,9 milliard pour l'année. Et bien cette année, c'est 5 milliards d'euros! Tout ça pour enrichir les labos! Mais quel scandale! Vraiment? C'est ce qu'on va voir juste après ça. Pour cette vidéo, je vais m'appuyer en grande partie sur l'article de Étienne Nouguez et Cyril Benoît, paru dans la Revue française de sociologie en 2017. L'article est disponible en entier et gratuitement sur le site du Cairn, mais je vous remets un lien en description. Ils sont tous les deux chercheurs à Sciences Po Paris et ils sont des spécialistes de l'économie de la santé. Étienne a notamment fait sa thèse sur le marché des médicaments génériques en France. Leur enquête part de l'analyse des comptes rendus des différents comités de régulation des médicaments, du prix des médicaments en France et d'entretien avec des anciens membres de ces comités. Donc c'est une présentation qui va vous ouvrir quelques pistes de réflexion, mais elle est loin de faire tout le tour de la question puisque ces chercheurs passent leur vie à étudier ce genre de choses. Donc si vous voulez vraiment aller à fond dans un sujet, il faudrait lire plusieurs articles, mais celui-là il va déjà vous permettre de comprendre comment ça fonctionne. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire parce qu'il y aura d'autres vidéos qui vont arriver bientôt et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, de la partager autour de vous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les prix des médicaments se retrouvent entre deux logiques, à l'intersection de deux logiques. L'une, c'est une logique de justice sociale, car il faut promouvoir la santé publique, respecter l'équilibre des dépenses de l'assurance maladie et favoriser la recherche et le développement. L'autre logique, c'est une logique de justesse marchande. En s'assurant que les prix établis, ils orientent les conduites des industriels dans le sens de l'intérêt général. Il y a de nombreuses conflictualités entre ces deux conceptions, car pour les tenants de la justice sociale, les prix sont trop hauts, ils pèsent sur les dépenses publiques et ils ne permettent pas un accès généralisé aux médicaments. Au contraire, pour les tenants de la justesse marchande, les prix sont trop bas car ils ne récompensent pas justement les efforts de recherche, l'innovation et le bien-être économique qui pourraient dépendre de l'exportation de médicaments à l'étranger. Dans cette logique, il faut laisser les prix se définir librement et c'est eux qui structurent les conduites dans un second temps. Pour les habitués de la sociologie, il faut que vous alliez voir du côté des théories de la justification de Boltanski et Thévenot si vous voulez aller plus loin, mais là, on ne va pas entrer dans les détails, je souhaite rester simple et concis. Mais faisons d'abord un petit peu d'histoire. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, l'économie, elle est planifiée. Il y a des épidémies, et il faut permettre l'accès aux médicaments de base à toute la population, comme la plus célèbre d'entre eux, la pénicilline, qui était alors détenue par les Américains. Centre militaire français de préparation de la pénicilline, M. Diethelm, ministre de la Guerre, vient admirer le tour de force accompli par le service de santé qui a installé en 4 mois, dans un garage réquisitionné, un laboratoire modèle. On prépare d'abord le bouillon de culture où se développe la moisissure qui produit la pénicilline. La sécurité sociale se met en place et on veut éviter une dérive de ce système avec une inflation des dépenses. Il y a une volonté protectionniste aussi dans un contexte de reconstruction du pays. On administre alors les prix à l'aide d'un cadre de prix fixe qui intègre le PRI, prix de revient industriel, auquel on ajoute une marge forfaitaire pour l'effort de recherche et on prend en compte divers frais de l'entreprise. Enfin, les prix sont indexés sur l'inflation. Le souci avec ce mode de calcul, c'est qu'il est manipulable par les entreprises, puisqu'elles peuvent artificiellement augmenter le prix du PRI en utilisant des principes actifs plus onéreux. Et on assiste en certains cas à des variations de 1 à 17 francs.
On observe aussi un renouvellement accéléré et souvent artificiel des médicaments. Enfin, ce système il ne permet pas d'intervenir sur le volume des prescriptions, puisque plus tu prescris, plus ça coûte. Il y a une rupture importante en 1968, c'est l'introduction du régime commun des brevets dans cette loi. Mais si vous voulez en savoir plus sur les brevets, j'ai fait une vidéo récemment, je vous remets un lien en description et en fiche. Donc il y a une réforme de cette loi, de cette grille des prix, on intègre notamment l'intérêt thérapeutique, la notion d'intérêt thérapeutique. Mais en gros, ça reste le même système, il est modifié à la marge avec quelques corrections, mais on peut faire les mêmes critiques qu'avec le système d'après-guerre, donc il n'y a pas vraiment de gros changements. Face à ces dysfonctionnements, et l'entrée de la France dans le marché commun par la volonté d'harmoniser sa politique avec les autres pays de l'Union européenne pour éviter des gros écarts de prix d'un pays à l'autre, ça va donner le système de régulation des prix actuel à partir des années 90. On crée l'Agence française du médicament et le Comité économique du médicament. Aujourd'hui, c'est le CEPS, Comité économique des produits de santé, qui rassemble des représentants des principales directions interministérielles et des organismes d'assurance maladie. Et il négocie dans le cadre d'une convention pluriannuelle avec un accord cadre avec le syndicat national de l'industrie pharmaceutique. Donc c'est un échange, un droit de regard des uns sur les autres. Le comité a un droit de regard sur le développement des industriels et eux, ils ont un droit de regard sur les décisions du comité. Donc les labos, ils devaient s'engager à baisser le coût des anciens médicaments et à accepter des déremboursements ou la production de génériques. In medio stat virtus. Non, c'est tout à fait correct, hein. La vertu est dans le juste milieu. En revanche, ça n'a rien à voir avec la conversation. Le comité s'appuie sur les avis de la Haute Autorité de Santé, le Conseil scientifique, qui établit un SMR, service médical rendu, et un taux ASMR, amélioration du service médical rendu. Ça par médicament. Et c'est ces deux taux qui servent de base pour déterminer le taux de remboursement d'un médicament. Donc le prix, il intègre aussi d'autres critères, comme la concurrence, les investissements d'un industriel dans la recherche, la présence de génériques ou non pour les mêmes traitements, et donc il crée une graduation de 1 à 5. Le niveau 1, c'est une avancée majeure, et ça va jusqu'à 5 pour une avancée nulle. Et donc il y a une négociation des industriels qui essayent de miser sur le caractère innovant pour que le comité y classe leurs médicaments dans un critère 1. En général, dans les critères de 1 à 3, il y a peu de conflits puisque le comité et les industriels sont assez d'accord. C'est une donnée qui nous permet notamment de comprendre pourquoi les traitements liés au Covid sont chers. Parce que l'intérêt thérapeutique, il est majeur dans le cadre de cette pandémie. Donc tu peux estimer que c'est cher, mais comme c'est vital, que ce soit les vaccins ou que ce soit les traitements quand les patients sont hospitalisés, eh ben, ils sont chers parce que leur intérêt thérapeutique, il est majeur. Donc le prix, il est élevé. Mais là où les deux principes de justice ils entrent en conflit, c'est à partir des classifications 4 et 5, où là, les industriels et les services de sécurité sociale, ils ne sont pas d'accord. Parfois, ces conflits durent pendant plusieurs mois, et il faut savoir que les médicaments classés 5, ça représente 60 à 80% des médicaments distribués entre 2000 et 2006. Donc la plupart du temps, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'entre les deux, c'est la guerre. Il y a aussi le cas des contre-génériques. Donc ça, c'est une petite ruse des labos. Lorsqu'un brevet arrive en fin, les labos ils tentent parfois de sortir une molécule légèrement différente pour prolonger l'exclusivité. La ruse est finaude. Mais ça, le comité l'a compris et a su trouver des parades pour éviter justement ce genre de dérive de la part des labos. Il n'y a pas de lien mécanique entre les niveaux d'ASMR qui sont établis par le comité
et les prix des médicaments. Mais actuellement, ce qu'on peut dire, c'est que la politique de régulation, c'est de maintenir bas la majorité des prix pour pouvoir s'offrir les traitements innovants et jugés à haute valeur thérapeutique ajoutée, à prix du coup très cher. Ce que l'article montre, en tout cas, c'est que le gouvernement, il a toujours la main sur le contrôle des prix des médicaments. En fonction de la conjoncture économique, après, et de l'orientation politique du gouvernement, ce contrôle sera plus ou moins strict ou plus ou moins laxiste sur les dépenses. Donc maintenant, on va voir que l'autre souci, c'est pas seulement le prix des médicaments, c'est aussi le volume des prescriptions. On l'a vu avant, ce qui avait conduit l'État à abandonner l'ancien système d'une grille fixe, c'est le poids grandissant du volume des médicaments prescrits. Et ce nouveau système, il n'y a pas échappé. Le comité de régulation, qui est associé à cette démarche depuis 1999, il arrive à peu près à contrôler les industriels au niveau du volume de leur production. Mais il ne peut pas contrôler les prescripteurs, donc les médecins et les pharmaciens. C'est l'UNCAM, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, et c'est eux qui tentent de réguler les prescriptions. Ils ont fait plusieurs tentatives. À un moment, il y a eu un système de sanctions, à un moment un système de primes pour ceux qui prescriraient moins, ou bien des intéressements, ou encore d'inscrire des objectifs d'économie en poussant à la prescription de génériques. L'UNCAM a fini par entrer en conflit principalement avec les pharmaciens, dont la marge financière dépend de ce qu'ils vendent dans leur boutique. Donc eux, au bout d'un moment, ils ont menacé de ne plus jouer le jeu en substituant des médicaments avec des génériques par rapport à d'autres prescriptions. Et donc dans ce conflit-là, il n'y a pas vraiment eu d'issue. Les actions de l'UNCAM ont eu un impact léger sur les dépenses. Pendant ce temps, le comité a fait baisser le prix moyen des médicaments entre 1999 et 2013. Et à partir de 2009, il y a eu un déremboursement important de plusieurs médicaments pour compenser la hausse constante du volume. Ce qui a contribué à l'augmentation, c'est le fait que les médecins y transfèrent leurs prescriptions vers des médicaments plus récents et donc plus onéreux. Au final, on se retrouve dans une situation que les auteurs de l'article nomment schizophrénique, avec deux institutions, donc le comité et l'UNCAM, qui agissent de manière contradictoire entre celle qui est chargée de réguler les prix et l'autre de gouverner les conduites des prescripteurs. Maintenant, je m'éloigne un peu de l'étude pour parler des pratiques commerciales des laboratoires auprès des professionnels de santé, et il y a 3 niveaux. Alors ça pose un souci par rapport à la surconsommation de médicaments à plein de niveaux, mais ce n'est pas seulement une question d'équilibre des dépenses de santé, c'est aussi un impact sur la santé elle-même. Et c'est le cas en particulier pour les antibiotiques, dont l'OMS a alerté il y a quelques années sur l'effet de trop de prescriptions et de trop de consommation. Donc il y a eu un rapport en 2010 qui disait que 50% des médicaments ne sont pas prescrits ou vendus comme il convient. Donc à cause de cette prescription, en France, ça peut venir de plusieurs facteurs. Donc il y a les pratiques commerciales des labos qui se situent à 3 niveaux. D'abord, vous avez les visiteurs médicaux. Donc ça, vous pouvez avoir chez votre médecin parfois un panneau à leur attention dans la salle d'attente. Soit ils ne sont pas les bienvenus, soit c'est limité. On passe beaucoup plus de temps sur la route qu'en cabinet, puisqu'en fait, un contact dure environ un quart d'heure et que nous sommes amenés à en faire 6 par jour. Voilà, donc le reste du temps, c'est la route, les trajets entre les médecins, c'est le stationnement, et puis c'est la salle d'attente. Le métier de la visite médicale consiste à présenter, donc déjà à représenter un laboratoire pharmaceutique et à présenter ses produits auprès des médecins généralistes et enfin d'amener le médecin à les prescrire plutôt qu'un autre pour pouvoir faire augmenter le chiffre d'affaires du laboratoire. Vous trouverez un lien vers la vidéo entière en description. En tout cas, les pratiques des visiteurs médicaux sont régulées et il existe une base de transparence santé où tout ce que peuvent recevoir les médecins de la part de laboratoires sont référencés. Il y a aussi un autre espace où les labos rencontrent les médecins, c'est les colloques des spécialités.
puisque souvent ils organisent des réunions par rapport aux nouveautés de leur spécialité, mais les financements publics sont souvent insuffisants pour boucler le budget, et donc les labos vont venir apporter un complément financièrement en échange de poser leur stand et de faire leur promotion. Et enfin, il y a un troisième niveau, c'est des revues médicales. Alors, il y a des revues médicales complètement indépendantes, comme la revue Prescrire, mais il y en a d'autres qui sont proposées par les laboratoires avec des articles, des vrais articles médicaux, mais entre des pages, bien sûr, de promotion de leurs médicaments. Un jour, je ferai une vidéo dédiée aux possibles conflits d'intérêts et aux relations d'influence entre les labos et les médecins. Et d'ailleurs, pour ne pas manquer ces vidéos, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Cette hausse du volume, elle peut aussi logiquement être mise en rapport avec le vieillissement de la population. Le fait que toute une génération de personnes, ce qu'on appelait les baby-boomers, arrivent maintenant dans un âge où ils deviennent des personnes âgées, toutes ces personnes-là ont besoin de plus de traitements. Donc ça, c'est aussi une des causes envisageables de cette augmentation du volume. Et puis souvent, on entend parler de l'augmentation du volume des antidépresseurs, et pour ça, il y a pas mal d'études sociologiques, et je vous invite notamment, si vous vous intéressez à la question, d'aller voir Alain Ehrenberg et son livre « La fatigue d'être soi ». Un jour, certainement, j'en ferai une vidéo dédiée, parce que c'est vraiment un livre hyper intéressant qui montre comment la société actuelle peut comprimer des personnes pour les rendre malades, déprimées, etc. Et il y a pas mal d'études dans le genre. Il y a aussi Christophe Desjours qui parle notamment des conséquences des conditions du travail et des modes de management sur les problèmes de santé psychique des personnes qui bossent. Enfin, il y a aussi des travaux menés par Anne Vega, qui est anthropologue, et elle a étudié les pratiques des médecins généralistes. Et elle a montré dans son étude notamment qu'une grande majorité d'entre eux croient en l'effet bénéfiques des produits en général, qui sont porteurs d'une vision optimiste des médicaments et d'une forte tradition positiviste. Ils sont persuadés des progrès constants des thérapeutiques et ils sous-estiment les effets iatrogènes des produits qu'ils prescrivent. Donc les effets iatrogènes, c'est tout simplement les conséquences négatives. Et pour la tradition positiviste, je vais vous dire ça en très bref, en gros et en rapide, c'est le fait de penser que dans la société, il y a des lois générales qui permettent de l'expliquer et qu'il y a une certaine hiérarchie dans les sciences. Mais ça, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir la vidéo qu'a fait Valentine de Sciences du Comptoir pour la chaîne du Vortex. Je vous mets un lien en description. Pour récapituler, on a vu dans cette vidéo que les médicaments sont contrôlés depuis toujours et que les industriels sont loin d'avoir les mains libres sur la fixation des prix. Même s'ils sont associés aux négociations depuis les années 90, ils n'agissent pas unilatéralement pour la majorité des médicaments qui sont classés avec un ASMR faible. Ils entrent en conflit avec le comité qui est chargé de réguler les prix. Ils sont aux ordres du pognon. Là où ils se font du profit, c'est sur le volume des prescriptions qui ne cesse d'augmenter. Le comité il tente de rééquilibrer en déremboursant des médicaments, mais ça ne suffit pas. Il reste un souci à ce niveau-là parce que la réponse à ça, elle n'est pas simple, elle est complexe. Il y a peut-être des choses à réguler, que ce soit au niveau des labos et de leurs pratiques commerciales, peut-être des choses au niveau des médecins, notamment dans leur formation par rapport à leur prescription, à leur représentation du médicament, la marge des pharmaciens qui peuvent essayer de se faire via leur boutique. Voilà, donc il y a plusieurs pistes de réflexion, et donc si vous êtes dans le domaine de la santé, je suis curieux, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire pour réduire ce volume. En tout cas, il n'y a pas de réponse toute faite. Certainement, ça devra être une réponse plurifactorielle pour pouvoir arriver à rééquilibrer les comptes de la sécurité sociale. Parce que si au bout d'un moment, la majorité des médicaments sortent des remboursements, ça va poser un souci. Et je remercie les auteurs de l'article pour leur attentive relecture par rapport à cette vidéo. En attendant, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos, mais je vais sortir du domaine médical
pour parler du domaine dans lequel je suis le plus familier. C'est toutes les questions liées à la pauvreté, à la précarité, à la délinquance, à l'immigration. Voilà, toutes ces questions-là que je vais aller explorer petit à petit. Et donc moi je vous dis à bientôt. On est tous pris dans le filet social, mais si seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.